Bonjour à tous. Comme vous le savez sûrement et comme Fabien l'a déjà dit, le domaine des transports est très impactant pour l'environnement. Le transport routier est un des modes les plus utilisés, particulièrement dans les pays développés. C'est pourquoi nous pensons qu'une des priorités dans le domaine des transports est d'améliorer la performance des modes de transport routier. C'est l'objet de l'éco-conception. Via des analyses de cycle de vie, on peut quantifier les impacts environnementaux potentiels d'un système. Le problème est que l'analyse de cycle de vie a été développée à l'origine pour évaluer les impacts d'un produit industriel. Du coup, appliquer la méthodologie d'analyse de cycle de vie à un système complexe comme l'est un mode de transport pose des difficultés méthodologiques. Alors, qu'est-ce qui a été réalisé en termes d'analyse de cycle de vie sur les infrastructures routières ? C'est relativement bien maîtrisé. Une première étude en 1996, depuis probablement plusieurs dizaines d'études, que ce soit académiques ou industrielles. Il y a encore quelques difficultés de modélisation sur la phase d'usage, principalement du fait des interactions véhicule-route. Quelques articles, quelques références sont indiquées sur le diaporama. Et si vous voulez en savoir plus, je vous conseille le mini-MOOC de l'Académie de la Chaire en ligne. Il y a très peu de références sur des analyses de cycle de vie de bus. Sunvord 2013 par exemple sur un bus standard. Et ensuite des articles plus nombreux sur des comparaisons via l'analyse de cycle de vie des différents systèmes de traction, moteurs thermiques avec des différents combustibles, batteries électriques ou systèmes de traction hybride. On n'a pas trouvé de référence sur un mode de bus à haut niveau de service. On a trouvé deux références en ce qui concerne un mode bus standard. Alors, quand on commence une analyse de cycle de vie, il faut d'abord définir les objectifs de l'étude et son champ. Au niveau des objectifs, donc, c'était de réaliser l'analyse de cycle de vie procédée de la ligne de bus à haut niveau de service de Caraïbus sur une durée d'observation de 28 ans, correspondant au dimensionnement structurel de l'infrastructure. Oui. Durée d'observation, c'est très important. Ce n'est pas une durée de cycle de vie, donc on exclut tout ce qui se passe en dehors des 28 années d'observation. Et donc l'objectif ultime était de quantifier les impacts environnementaux du mode par sous-système, par phase de cycle de vie, et surtout selon la fréquentation sur la ligne. Gilles vous en parlera un peu plus après. Au niveau du champ de l'étude, le système étudié est donc la ligne, la fonction transportée des passagers sur la ligne, et l'unité fonctionnelle est un petit peu dissidente par rapport à ce qui se fait en ACV normalement. Comme c'est une évaluation ex ante, on ne peut pas être sûr de la fréquentation sur la ligne. Si on veut quantifier la fonction apportée par le projet de BHNS, on a donc des difficultés parce que ça dépend de la fréquentation à venir. C'est pourquoi on n'a pas quantifié, on n'a pas apporté de quantification de la fonction transport dans l'unité fonctionnelle, mais on l'a défini comme assurer le transport de passagers sur la ligne pendant 28 années avec un niveau de risque infrastructurel de 5% à cette échéance et une durée de vie résiduelle du matériel roulant de 8 ans, pas 10 ans. Le système étudié, donc c'est la ligne qui se répartit en deux grands packages, un côté infrastructurel, un côté matériel roulant. Au niveau des infrastructures, nous avons modélisé à la fois les deux pôles d'échange de la ligne, les sections courantes, 15 km, les stations de l'ensemble de la ligne et d'autres infrastructures ponctuelles comme les giratoires. Ça, ce sont les sous-systèmes infrastructures. On peut aussi les séquencer plus finement par lot, donc lot terrassement, chaussée, bordure, trottoir et quai, espace vert et mobilier urbain. Côté matériel roulant, on a donc les bus, y compris le carburant utilisé, et les batteries du système de traction hybride. Il y a quelques limites à notre étude liées à des manques de données. Par exemple, on n'a pas tenu compte de l'entretien des espaces verts ou du mobilier urbain parce qu'on ne savait pas quel scénario faire, mais ça pourra être fait plus tard. Un exemple juste sur le transport de matériaux, de quel type d'hypothèse on est obligé de faire pour construire le modèle. D'abord, on a choisi d'exclure le transport de matériaux en amont des fournisseurs. Par exemple, on va avoir des conduites en PVC pour les systèmes d'assainissement.
On a le fournisseur qui est en Martinique. D'où viennent ces tuyaux PVC, on ne sait pas. Par quel mode, sur combien de kilomètres. Donc, on n'a pas tenu compte de ça, c'est hors étude. Par rapport à l'exploitation, on parle d'hypothèse parce que ce sont des données industrielles, mais il faudrait qu'elles soient vérifiées après la mise en ligne. On a une consommation moyenne de 56 litres au 100 km pour le matériel roulant Van Hool. Les émissions sont calculées sur cycle normalisé. Et on a un nombre de missions qui évolue entre la mise en service où il y a 56 missions par jour et par sens, et à partir de 2018, 69 missions par jour et par sens, et une augmentation du trafic de 0,42% par an. Dans un premier temps, je vais vous présenter les 4 premiers diagrammes qui nous permettront d'avoir une idée des répartitions sur les catégories d'impact des différents sous-systèmes que Anne vous a présenté précédemment. Pour commencer, on a cette forme d'histogramme, donc qui est assez différente des radars qu'on a l'habitude de voir, mais tout simplement parce qu'on a voulu représenter l'ensemble des sous-systèmes sur un même diagramme. Donc, en ordonnée, on a les différentes catégories d'impact qui nous permettent de balayer un spectre assez large d'impact, donc santé humaine, santé des écosystèmes, le changement climatique, les ressources ou encore les consommations d'énergie primaire. Et en bas, nous avons les pourcentages cumulés des différents impacts. Donc là, ce qu'on peut retenir déjà, c'est qu'on voit 3 sous-systèmes qui sont très impactants. Donc dans un premier temps, la section courante de la chaussée, ici en bleu foncé, qui représente déjà 40% de l'indicateur changement climatique et 50% respectivement des indicateurs consommation d'énergie primaire, épuisement des ressources naturelles et déchets. Sur celui-ci, on a souhaité représenter les lots, donc ce qui est plus représentatif de la phase chantier du projet, donc notamment avec le terrassement, la production de la chaussée, l'entretien, etc. Donc ici, ce qu'on peut retenir, c'est que vraiment la production de la chaussée prend une part assez importante, avec plus de 25% de la consommation d'énergie, de l'épuisement des ressources et de la production de déchets solides. Maintenant, un focus sur le matériel roulant. Donc, grâce aux données que nous a fournies Van Hool, on a pu modéliser l'ACV du bus hybride. Donc, sans surprise, le carburant utilisé pour le fonctionnement du bus prend une proportion assez importante sur les différents indicateurs. À noter que le transport, la partie transport ne représente pas beaucoup d'impact pour la simple et bonne raison que les bus ont été acheminés par navire de l'Europe jusqu'à Martinique. Et donc c'est un moyen de transport qui impacte peu l'environnement. Ensuite, dernier diagramme de cette forme-là sur le mobilier urbain. Donc on se rend compte tout de suite que la phase d'usage représente pour chaque indicateur une proportion très grande. Donc comme je vous ai dit, c'est dû au fait que on a inclus dans le mobilier urbain tout ce qui était consommation d'éclairage. Donc on peut d'ores et déjà dire que la phase d'usage représente un bon levier d'éco-conception sur ce sous-système. Maintenant, on va considérer les résultats globaux de l'étude. Donc voilà le tableau final, donc, avec les indicateurs à gauche, les unités tout à droite, et au milieu, 3 scénarios qu'on a décidé de mettre en place, puisqu'on ne savait pas, on ne pouvait pas être sûr des proportions de remplissage des bus. Donc un scénario optimiste, 82% de remplissage, moyen, 50%, et pessimiste, 30%. Et on se rend compte que finalement, les impacts environnementaux sont inversement proportionnels au taux de remplissage du mode de transport. Puisqu'on a normalisé les résultats en PKM, donc passagers kilomètres. Donc pourquoi on a fait ça? Tout simplement puisque cette normalisation nous permettra de comparer les modes de transport entre eux. On ramène les résultats au transport d'une personne sur 1 kilomètre. Donc je vais rapidement, avant de repasser la parole à Anne, passer en revue les points importants, les leviers importants d'éco-conception. Donc tout d'abord, la section courante de la chaussée, avec notamment une phase de production qui prend
énormément de place, avec 25% de consommation d'énergie totale, 25% aussi d'épuisement des ressources et de production de déchets solides. Ensuite vient le matériel roulant, avec notamment la phase d'usage et de consommation de carburant qui prend une place importante, avec des valeurs d'indicateurs qui sont comparables, voire supérieures à celles de la fabrication de HEC. Et pour terminer, un mobilier urbain qui prend une place assez importante avec la consommation d'énergie due à l'éclairage. Notre ACV de bus à haut niveau de service réel est une première dans la mesure où elle a vraiment essayé de se rapprocher au maximum de la réalité du projet et du mode de transport qui va être mis en place en Martinique. On pense qu'il est important pour le mode de transport de définir une unité fonctionnelle plus sur l'état physique des sous-systèmes du système de transport, et ensuite de travailler sur des scénarios de taux de remplissage, comme on l'a fait précédemment, ce qui est nécessaire à la comparaison d'autres systèmes de transport dans un contexte précis. Comme on l'a présenté, ça peut être important pour identifier les leviers d'éco-conception pour l'activité d'une entreprise en particulier, sur le bus, si on est un concepteur de bus comme Van Hool, sur l'infrastructure, si c'est notre cœur de métier comme chez Eurovia. Mais pour aller plus loin, pour le ministère par exemple, un outil d'analyse de cycle de vie multimodal pourrait aider à la décision des politiques pour comparer des systèmes de transport s'il y en a plusieurs qui sont pertinents pour doter un territoire dans une situation donnée. Quelque chose qui nous semble important aussi, inclure une évaluation des incertitudes sur les impacts environnementaux, parce qu'il ne faudrait pas prendre une décision quand les incertitudes sont tellement importantes qu'en fait, on ne peut pas conclure qu'un système de transport est meilleur qu'un autre dans une certaine situation. Il faudrait absolument pouvoir inclure des scénarios d'évolution à la fois, par exemple, de mix énergétique, mais aussi de taux d'occupation. On en revient donc sur le cœur de l'ACV et l'unité fonctionnelle, parce que peut-être il semblerait que, par exemple, l'autopartage va être de plus en plus importante, et peut-être que les taux d'occupation donc dans les véhicules vont augmenter. Donc merci pour votre attention.